Avec ce vidéo, on débute l'étude du chapitre 11 de mes notes de cours, un chapitre qui se retrouve dans la partie dynamique de la physique mécanique. C'est le 5e chapitre dans la partie dynamique, et c'est le premier chapitre où on a la petite encoche à côté qui nous rappelle que on parle dans ce temps-là de la mécanique du mouvement circulaire. Donc, il va être en lien un peu avec chapitres 4 et 5, là, si on les a faits. C'est donc un peu la suite là, des chapitres 4 et 5. C'est aussi avec plusieurs groupes le dernier chapitre qu'on fait avant de sauter pour l'instant à la partie énergie du cours. Donc, le chapitre 11, la force centripète, la masse et l'accélération centripète. Depuis le début, je vous disais toujours qu'on faisait le focus sur un nouveau type de force. Mais la force centripète, je ne vais pas vous dire qu'on fait le focus sur un nouveau type de force, parce que la force centripète, ce n'est pas un type de force. J'y reviens. Pour l'instant, on va aller dans le résumé. Et la première formule qu'on rencontre dans le résumé du chapitre 11, le résumé qui est à la page 29 et 30 du document des résumés, première formule qu'on rencontre, étrangement, ça ressemble beaucoup à la somme des forces selon X est égale à MAX, somme des forces Y est égale à MAY, et là c'est la somme des forces selon C est égale à MA selon C, chapitre 4, alors si on avait vu que c'était l'accélération centripète, mais ça aussi c'est la somme des forces centripètes, la somme des forces qui agissent selon le centre de courbure. Comme ici on avait l'accélération centripète, c'est une accélération qui était dirigée vers le centre de courbure. Donc, ce que je voulais vous faire remarquer, pour ce faire, je vais aller momentanément dans le résumé du chapitre 7. Parce que je suis à la deuxième page de résumé du chapitre 7, c'est à cet endroit que je listais toutes les forces qui existaient. Je vous disais toujours, quand vous identifiez les forces, là, on devrait passer sur cette liste-là. Il existe la force gravitationnelle, la force d'un élastique, la force de tension dans une corde, la force normale, les forces de frottement, les forces de traînée, les forces extérieures exercées par quelqu'un. Et j'avais jamais listé la force centripète là-dedans. Parce que la force centripète n'est pas un type de force. Tout comme je n'ai pas listé là-dedans la force selon X, la force selon Y, puis la force selon Z. C'était ces forces-là que j'étudiais selon X. Les forces en haut que j'étudiais selon Y. Les forces en haut que j'aurais pu étudier selon Z. Et ça va être ces forces-là, pas de nouvelles forces, mais les mêmes forces, maintenant que je vais étudier selon l'axe central, l'axe radial, selon le centre. Je vais appeler ça l'adjectif qui signifie toutes ces choses-là, c'est centripète. Donc, je vais étudier les forces selon leur effet centripète, selon leur effet de faire tourner. Avant, ils faisaient déplacer sur l'axe des X, ils faisaient déplacer sur l'axe des Y. Maintenant, les forces vont faire tourner selon un axe dirigé vers le centre. Donc, ce n'est pas une nouvelle force, c'est juste un nouveau système de référence. Donc, de retour dans le résumé du chapitre 11, c'est pour ça qu'ici que je parle de la deuxième loi de Newton pour une trajectoire circulaire. On avait la deuxième loi de Newton pour un axe X, pour un axe Y. Maintenant, on a la deuxième loi de Newton pour un objet qui tourne en rond. Le AC qui est ici, bon, on avait une formule pour le calculer qu'on a déjà vu au chapitre 4. Puis au chapitre 4, on avait vu aussi qu'on peut calculer la période ou la fréquence d'un objet connaissant le rayon de courbure et la vitesse de l'objet. Bon, cette partie-là de la physique va nous amener à parler des virages inclinés. Donc, on peut penser à un vélodrome, quand on regarde les Jeux olympiques, là, puis une bicyclette qui tourne, puis les virages sont inclinés. Attention, ce n'est pas un plan incliné. Okay? Ce n'est pas la même chose. Sur un plan incliné, l'objet qui est ici descendrait ou monterait le plan incliné. Là, l'objet ne descend pas ou ne monte pas le plan incliné, il tourne sur le plan incliné. Donc, la voiture est dessinée comme rentrant dans la feuille ou sortant de la feuille. Là. Elle se déplace à la diagonale, avec une orientation à la diagonale, mais elle se déplace en ligne droite, elle ne change pas de hauteur si on veut. Okay? C'est juste qu'au lieu d'être à plat, elle se déplace cantée un peu si on veut. Donc, c'est pas la même chose tout à fait qu'un plan incliné. Okay? C'est de la physique un peu particulière. C'est pour ça qu'on va parler de l'axe centripète, l'axe dirigé vers le centre de courbure, hein, parce qu'habituellement, ce plan incliné-là tourne alentour de... Le plan incliné, c'est l'équivalent là, de la partie de la trajectoire qui serait ici, puis on aurait soulevé un côté pour améliorer la rotation. Quand je dis que c'est pas un plan incliné, parce que sur les plans inclinés, notre force normale se retrouvait aussi à pointer en diagonale comme ça, puis on mettait notre axe des Y sur
ici, parce que ça faisait notre affaire. Mais dans un virage incliné, on ne fait pas ça, on laisse notre axe Y à l'horizontale. Ça, c'est notre axe C. Puis l'axe X, si on veut, ben, c'est la trajectoire circulaire. Donc là, il est montré vu de haut. Ici, ben, il serait rentrant dans la feuille si on veut. Il faut définir nos angles comme il faut. On a l'angle du virage incliné qui correspond un peu à l'angle du plan incliné. Donc, je l'ai appelé θC. Évidemment, la normale ne tombe plus sur l'axe des Y. Puis on va définir nos autres angles par rapport à l'axe C. Un peu comme on le définissait par rapport à l'axe X. Bien là, on le définit par rapport à l'axe C. Fait qu'on a l'angle de la normale, parce que la normale n'est pas à 90 degrés. On a l'angle du frottement, qui non plus, lui, n'est pas à 90 degrés. Puis on a l'angle de la force gravitationnelle, qui lui, par exemple, tombe à 90 degrés, contrairement au plan incliné. Attention, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que la force de frottement que j'ai dessinée par en bas ici peut également, dans certaines circonstances, être par en haut. Okay? Les deux situations existent. Fait que des fois, la force de frottement contribue à me faire tourner parce qu'elle a une contribution vers le centre. Puis des fois, son rôle, c'est plutôt de me retenir, de ne pas faire que je glisse en bas du virage incliné. Okay? Donc, les deux situations existent. On va avoir besoin de faire des calculs selon l'axe C, de faire des sommes des forces selon l'axe C, un peu comme on a vu en haut. Si on veut calculer la contribution du frottement selon l'axe C, ben, on va avoir une formule ici que on va probablement démontrer, mais moi, personnellement, un coup que démonstration est faite, ben, je dis aux étudiants, si vous avez besoin de faire des sommes des forces selon C, puis que vous avez besoin de connaître la contribution du frottement selon C, puis la contribution de la normale selon C, ben, vous pouvez commencer directement avec la formule, vous n'avez pas besoin toujours de me le redévelopper à chaque fois. Évidemment, on peut les décomposer selon l'axe C puis selon l'axe Y. Donc, j'ai les contributions selon l'axe Y ici. Fait que je dis aux étudiants, appliquez la formule. N'essayez pas de le retrouver à chaque fois. C'est assez complexe. Et on va peut-être aussi faire une démonstration. Encore une fois, ce n'est pas des démonstrations faciles. Puis après ça, de toute façon, ces formules-là existent. On peut les retrouver facilement sur Internet. Donc, une façon de calculer la force normale ou la force de frottement quand on connaît l'accélération centripète, quand on connaît l'angle du virage incliné et la masse de notre objet, on peut toujours calculer les valeurs de force normale et de force de frottement de cette façon-là. Fait que si on va y revenir, ça va être plus clair en faisant des exemples. La dynamique des orbites, une planète qui tourne alentour ou un satellite qui tourne alentour d'un autre corps céleste, c'est une formule qu'on a déjà vue, FG. Mais ce que je voulais ajouter ici, ben, c'est que justement le FG, c'est la force qui joue le rôle de force centripète. Okay? Donc, c'est la force qui fait tourner. Attention, j'ai probablement révisé ça depuis que je les ai fait imprimer. Là. Je sais que des fois, j'utilisais N majuscule pour force normale. J'ai probablement tout réécrit avec le dernier standard que je prends, de toujours appeler toutes mes forces F, puis de mettre un indice pour dire plutôt force normale. Puis je pense même chose, frottement, j'avais pris petit f, mais on voyait tout de suite que c'était en conflit avec le F en haut là, puis je trouvais ça tannant. La balance, la masse affichée par une balance, on va faire des calculs de quelle est la masse affichée par une balance. Donc, c'est la force normale divisée par G. Quand on est sur la Terre, donc c'est la force normale divisée par 9,8. Donc, une balance, fondamentalement, affiche la force normale, mais sauf qu'elle a été calibrée pour tenir compte de G. La gravité artificielle, l'équivalent du poids apparent, on a déjà mentionné quand on a fait le chapitre 7, 8, que la force normale, ça se calcule en faisant une somme des forces selon Y, mais des fois aussi dans ce chapitre-là, on va s'apercevoir que notre force normale agit selon l'axe C, puis on va faire la somme des forces selon l'axe C. Évidemment, si la force normale est égale à 0, c'est dans ce cas-là que je me sens léger, que je me sens en apesanteur quand on n'a pas de valeur de force normale. Le champ gravitationnel apparent, donc si on vous demande quelle est la valeur de G apparent, ben, on prend notre force normale et on divise par la masse. C'est tout simplement la valeur, et compte tenu que notre force normale ne vaut pas la valeur normale de mg, ben, quel est l'équivalent de G qu'on aurait dans ces conditions-là? Ben, c'est le G apparent qu'on a ici. Et je ne sais pas si on va l'utiliser, mais en tout cas, si jamais on y revient, je le mettrai en jaune. Là, mais si on nous demande à quelque part quel est le ratio de gravité, c'est de calculer le G apparent versus le G de 9,8. À la deuxième page du résumé, je pense que tout ce que j'ai, c'est la conversion là, des RPM vers les Hertz, là, des facteurs de conversion.